Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 121 000 mineurs étaient poursuivables par la justice en 2023. Un chiffre en net recul, quoi qu'en disent les politiques qui dénoncent l'explosion de la violence des jeunes. Mais comment sont-ils traités par les tribunaux pour enfants? On va entrouvrir la porte aujourd'hui avec Séverine Cacpeau, elle est l'invitée du Grand Oral. Une anti-sèche spéciale aujourd'hui, comme tous les vendredis de décembre, une sélection des meilleurs moments des émissions de la semaine dernière. Ce sera le Zap de la quotidienne. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton. On pousse les portes de la librairie chaque semaine. Aujourd'hui, les livres à glisser sous le sapin à la dernière minute. Il reste quelques jours. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Séverine Cacpeau, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous enseignez à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en sciences de l'éducation. Et comme chercheuse, vous êtes une des spécialistes des inégalités scolaires en général. On s'était rencontrés il y a quelques années, une dizaine. Vous aviez soutenu un doctorat sur les devoirs à la maison. Pendant longtemps, vous étiez un petit peu Madame Devoir à la maison dans les médias. Tout à fait. Quand on se posait des questions sur le sujet. Oui. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, en tout cas pas directement. On va parler d'autre chose. Il y a 3 ans, vous êtes en quête, expliquez-vous, de terrain d'engagement nouveau. Et vous devenez assesseur au tribunal pour enfants de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et cette expérience, vous la documentez sous la forme d'un podcast diffusé sur Arte Radio. Son titre, Délit mineur. On va donc avec vous plonger dans entrouvrir les coulisses, qu'on a le droit d'en entrouvrir du moins, de la justice pour les mineurs. Déjà, c'est quoi la fonction d'assesseur ? Alors, assesseur, c'est une fonction qui est très peu connue par le grand public, d'où l'intérêt aussi de ce podcast. L'assesseur, en fait, c'est un juge qui assiste, c'est un juge citoyen, ou un citoyen qui assiste le juge pour enfants dans les audiences au tribunal pour enfants. Donc il y a 2 assesseurs. Voilà, il y a 2 assesseurs, il y a un juge, et le rôle de l'assesseur, en fait, c'est de préparer les dossiers, de lire en amont les dossiers pour préparer l'audience, c'est d'écouter, éventuellement de poser des questions. Et puis, c'est évidemment un rôle de décision dans le cadre du délibéré, puisque on délibère à 3. Et que la décision se prend à la majorité. Donc la voix de l'assesseur, elle compte autant que la voix du juge. Et même, finalement, puisqu'on est 3, 2 assesseurs peuvent mettre en minorité le magistrat, le professionnel. Alors même que vous n'avez pas de formation juridique spéciale, vous n'êtes pas... il n'y a pas ce type d'exigence. Quels sont les prérequis pour devenir assesseur? Comment ça s'est passé pour vous de manière très concrète? Alors, en fait, pour être assesseur, il y a quelques conditions. Il faut avoir donc plus de 30 ans, il faut habiter dans le ressort du tribunal, il faut avoir un casier vierge. Puis il y a quelques incompatibilités comme ça. J'imagine qu'il ne faut pas être marié avec le juge ou la juge du tribunal, etc. Mais surtout, la condition d'entrée, c'est de pouvoir montrer qu'on a un engagement, qu'on est intéressé, qu'on nourrit depuis longtemps un intérêt pour les questions éducatives, pour les questions liées à la jeunesse. Donc, en fait, pour candidater, c'est très simple. On envoie une lettre de candidature, on envoie quelques documents au tribunal pour enfants du tribunal concerné, là où on veut siéger. Et puis, on est reçu, on a un entretien avec, moi, c'était la présidente du tribunal de Bobigny. Et à partir de là, elle donne un avis. Et puis ensuite, on est nommé par le garde des Sceaux pour un mandat de 4 ans, renouvelable. Et c'est une fonction, donc, quasi bénévole. Il y a une petite rémunération qui est de l'ordre du défraiement. Et l'assesseur... C'est pour compenser en fait le temps passé, les transports... Voilà. Et l'assesseur choisit le nombre de fois qu'il veut siéger, etc. Donc par exemple, moi c'est 1 fois par mois. La plupart des assesseurs à Bobigny siègent 1 fois par mois. Donc c'est une très grosse demi-journée, 1 fois par mois. On va raconter un peu ces demi-journées. J'ai encore une question sur cette phase de sélection parce qu'on vous la pose et vous y revenez dans le podcast. Êtes-vous capable d'envoyer un mineur en prison? Et ça, on vous la pose. Quand on va vous recruter, vous répondez quoi à ce moment-là? Alors à ce moment-là, je réponds oui. Oui, parce que j'ai envie de m'engager dans cette fonction. Et en même temps, c'est peut-être pas complètement encore concret, même si j'ai quand même une certaine représentation de ce que ça peut être la détention, etc. Ça deviendra très concret quand je viendrai visiter le quartier des mineurs de la prison de Villepinte. On en reparlera. Voilà. Et là, ça fait bouger un petit peu les choses. Et c'est une question que finalement, il faut se reposer régulièrement pour d'une certaine manière, se réengager dans cet engagement régulièrement, parce que c'est une expérience qui est troublante, qui bouscule, qui interroge, évidemment. Vous débarquez dans cet univers et dans cette responsabilité avec votre parcours de chercheuse, spécialiste des questions des inégalités.
plutôt engagée du côté de celles et ceux qui en sont victimes. Vous le précisez à un moment donné, femme racisée aussi, le tout dans un département où les inégalités sociales sont absolument massives et les inégalités scolaires ne le sont pas moins. Vous dites à la fin du premier épisode du podcast, je sais, intellectuellement ça tient pas la route, politiquement ça craint un max. Ouais, ça a été dur parce que s'engager en tant qu'assesseur, c'était venir apporter du crédit à cette institution. Et on est quand même dans un contexte où voilà, les inégalités sont criantes, où politiquement, bien sûr, tout n'est pas assez fait pour les résorber. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'entrer dans cette institution qui va venir traiter aussi, à travers la délinquance de ces jeunes, la marginalité, les situations d'exclusion, etc. Et qu'est-ce que ça voulait dire, moi, d'y venir, quoi ? Est-ce que c'était pas une forme de trahison par rapport à un certain nombre d'engagements ? Mais surtout, vous dites, on juge là des individus. Or, moi, comme chercheuse, je crois à l'influence des contextes. Je crois qu'on est quand même le produit à la fois de là où on vient, de là où on est élevé, de comment on est élevé, et qu'on est d'une certaine façon pas responsable de tout. Oui, c'est ce qui est très compliqué. D'ailleurs, j'ai fait des enregistrements il y a vendredi sur un épisode, et une des choses que je disais, c'était oui, ici, malheureusement, c'est comme ça, on juge des individus et pas des structures sociales. Alors, en même temps, j'ai quand même trouvé ma place dans ces fonctions d'assesseur parce qu'on est quand même sur une justice qui est orientée vers l'éducatif. Voilà, c'était une justice expéditive, une justice de classe, une justice du mépris. J'aurais pas pu y donner du crédit et je n'y serais pas entrée ou j'en serais très vite sortie. Donc je m'y suis maintenue et il me semble qu'elle a un sens, cette justice, parce qu'elle reste orientée, et ça c'est tout le travail des juges pour enfants et de ceux qui portent cette justice, qui sont très engagés. Elle est portée quand même par une orientation éducative. On continue à considérer que les jeunes dits délinquants sont des jeunes qui... Les mineurs, on parle en tout cas. Voilà. Parce que quand on dit jeunes, c'est un peu flou. Là, on parle bien des mineurs, tribunal pour enfants. On peut être jugé en étant majeur d'ailleurs, parce que les procédures sont longues, mais pour des faits qui ont été commis quand on était mineur. Et cette philosophie générale, elle est portée par l'ordonnance de 1945, alors qui a été depuis revue, parce qu'il y a eu une loi en 2021, mais la philosophie quand même reste la même, c'est celle qu'il faut éduquer. Ce qui fait que tous les jugements que vous rendez sont un petit peu comme des paris, parce que et ça on le sent bien, vous le racontez dans le podcast, est-ce qu'on donne ou pas une chance ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce que la manière dont tel jeune a pu bouger pendant les 3-6 mois qu'il y a entre le jugement et l'énoncé de la peine, voilà, vous n'avez pas un peu l'impression de jouer au dé par moment ? Non, alors ce dont vous parlez, c'est la période de mise à l'épreuve éducative, donc je trouve que c'est très intéressant, ce qui a été introduit par le nouveau code pénal de la justice des mineurs en 2021, c'est que l'idée c'est de répondre vite, rapidement, c'est-à-dire il y a une audience sur la culpabilité, et par contre de laisser du temps, mais pas un temps infini, comme c'était le cas avant, et ce temps est une mise à l'épreuve éducative, et c'est au terme de ce temps de mise à l'épreuve qu'on décide de la peine. Et donc évidemment, la peine, si elle existe, qu'on ne donne pas toujours des peines d'ailleurs, on peut même décerner des certificats de réussite éducative, voilà. Et en tout cas, cette réponse, elle tient compte de l'évolution du jeune. Donc, d'une certaine manière, le pari, on le fait au moment de l'audience de culpa, la première quand on audience, dit voilà, il va falloir faire vos preuves, et on se revoit pour 6 décider. 6 à 9 mois, ça reste court néanmoins, mais on peut voir ça des peut bouger, voilà. Délit mineur, c'est le nom de ce podcast. 7 épisodes en ligne pour l'instant. Chaque épisode fait une dizaine de minutes, signé Séverine Cacpeau, invitée du Grand Oral et que l'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Et nos anti-sèches une fois par semaine en décembre. Le temps passe. En décembre, ce sont des anti-sèches consacrées aux apps de la quotidienne. Vous retrouvez nos invités de la semaine précédente, les images. Toutes les mathématiques, tous les mathématiciens, toutes les sciences se sont inspirés du réel. Le nombre, avant d'être un symbole sur la page ou sur le cahier, c'était des objets, un ensemble d'objets. Donc c'est normal que l'enfant, qui est au stade des opérations concrètes, prenne tout dans le quotidien. Donc il faut passer du quotidien, du concret, et à partir de là, donner du sens. Donc je vais par exemple vous donner... Est-ce que je peux donner un exemple de sens ? Bien sûr. Je donne un exemple. Tout le monde connaît la formule de l'aire d'un rectangle. On va dire... Allez, base fois hauteur divisé par 2. Ah, bien sûr. Allez, bien sûr. Donc, je vais vous montrer un exemple tout simple. Donc, voilà un géoplan. Donc, vous avez un triangle quelconque. Je mets un rectangle autour. Donc, la hauteur, donc, on va prendre cette hauteur. Il y a 3 hauteurs, bien sûr, mais on va prendre celle que je peux mettre parce que j'ai un nombre de picots limité.
Ensuite, je mets un rectangle autour et je note quelque chose, que la base du triangle, c'est aussi la longueur du rectangle. Et que la hauteur, qui n'est pas très bien ici, mais c'est pas grave, c'est celle du triangle. Voilà. Et donc, l'aire que je veux, c'est celle-ci en bleu et celle-ci. Oui, c'est difficile de le tenir. Voilà. Vous y arrivez merveilleusement. Donc, voilà. Vous voyez, ça c'est l'aire. Et vous voyez très bien que ça et ça, c'est égal. Et donc, c'est la moitié du base fois hauteur. C'est pour ça qu'on divise par deux à la Voilà, on divise par deux parce que la base et la hauteur du triangle, c'est comme la longueur et la largeur du rectangle. L'autocensure pèse malgré tout, donc ça a quand même un poids tout ça. Oui, l'autocensure pèse. Enfin, moi j'ai vu que mes résultats ont très fortement augmenté quand j'ai été à la Sorbonne, parce que j'étais dans un écosystème justement où il y avait d'autres ambitions autour de moi, ce qui était moins le cas quand j'étais dans le 93. Après, j'ai pas fait une étude sur plein de cas, mais c'est vrai que sur mon cas, l'amour de l'économie s'est révélé tardivement à partir du master, au moment où j'ai été oui, vous dites, les études ont commencé à m'intéresser à 23 ans. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, quand j'étais à Jacques Brel, je faisais plus du karaté. Et j'ai eu, je crois, au lycée qu'une seule note au-dessus de la moyenne en économie. J'ai eu 11, ma première note en seconde. Après, j'ai eu tout le temps sous la moyenne, mais y compris en bac, j'ai eu 9 en économie. Wow. Et j'ai fait même, pour vous dire, j'ai même fait ma licence. Est en train de prendre des notes. Ah ouais, il y a des dossiers là. Mais j'ai même fait mon DUG à l'époque. Je l'ai fait en ma licence. Je l'ai fait en 5 ans. Pour les moins de 20 ans, c'est le L2 aujourd'hui, le DUG. Ouais, j'ai redoublé ma L2, j'ai redoublé ma L3. Je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Et à un moment, il y a eu un déclic. Donc moi, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est laisser le temps au temps, parce que parfois il y en a qui ont des déclics à 17 ans, il y en a qui les ont à 21 ans, d'autres à 23 ans, mais parfois il faut laisser le temps au temps, et à un moment la matière nous intéresse et là on y va. Tout à l'heure vous avez évoqué le fait que j'ai été recteur à un moment. C'est vrai que c'était très difficile pour moi de ne pas brimer, de ne pas donner l'impression que j'allais brimer des collaborateurs uniquement parce qu'ils étaient un peu obsédés par l'application des textes. Et quand je disais inventer, innover, expérimenter, encourager, aller écouter les parents, voilà, je voyais bien que on disait c'est pas grave, un recteur reste pas longtemps, attendons. Il est révocable tous les mercredis, voilà, attendons le Conseil des ministres. Il suffit d'attendre. Ces gens-là, c'est mon fils. En fait, elle a laissé planer tous les doutes en ce qui me concerne. Déjà, elle m'a prise pour une fille. Elle voulait m'appeler Brigitte. C'est Brigitte, absolument. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Voilà. Après, elle m'a fait passer pour son petit frère. Parce que pour draguer les hommes, avoir un fils, c'était pas une affaire à cette époque-là. Après, j'ai été conseiller conjugal. Elle a laissé dire aussi que j'étais le père de ses enfants qu'elle a eu. Mais vous la laissez jamais tomber. Mais non, je peux pas la laisser tomber. C'est ma maman. Et elle me l'a assez répété. Une mère, on n'en a qu'une. Alors, faut t'occuper d'elle. Restons 3 secondes sur Louis XIV. Le pauvre. Vous l'aimez pas. Le pauvre. Mais vous l'aimez c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai une grande pitié pour lui. Oh, bah vous avez... Pauvre petit chou. Le petit loulou. C'est un peu ça, parce que vous savez que pendant toute son enfance, ça a été un enfant abandonné. Personne ne s'occupait de lui. Il était mutique et ses petits camarades se moquaient copieusement de lui. Drame du harcèlement. Il a eu toutes sortes de maladies. Regardez, vous avez le dictionnaire des médecins de Louis XIV que je possède. Quand on feuillette les pages, mais c'est effarant la santé qu'il avait pour supporter les maladies d'une part et d'autre part tous les traitements qu'on lui infligeait. Le duc de Saint-Simon disait de Louis XIV, il possède une intelligence robuste. Vous voyez, c'est un peu un euphémisme pour dire que mais il n'était pas hyper intelligent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Versailles quand même. Versailles. Mais il disait de Versailles, Louis XIV disait, mais c'est un château raté. Versailles, château raté. C'était Jean-Joseph Julot dans La Quotidienne. Précédemment, vous avez également vu ou revu Éric Solal, Alain Bouillet, Thomas Porcher, Monica Nigoy. Mais aujourd'hui, c'est Séverine Cacpeau, l'invité du Grand Oral autour de Délits mineurs, qui raconte la justice des mineurs depuis le point de vue d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Un épisode de 10 minutes tous les 15 jours. 7 épisodes sont déjà sortis. Grand Oral, la suite. On va écouter un petit extrait de ce podcast Délits mineurs qui passe sur Arte Radio. Ces 20 dernières années, l'arsenal répressif de la justice des mineurs s'est beaucoup renforcé. Mais dans les faits, il n'y a pas eu de grand tournant répressif. La justice des mineurs continue à être une justice orientée vers l'éducatif. Ce sont des chercheurs qui le disent.
Cette relative stabilité dans la tempête, c'est au juge des enfants qu'on la doit. Et aussi un peu aux assesseurs, je crois. Ce qui est sûr, c'est que cette justice mérite d'être mieux connue, comme les jeunes et leurs familles. Dans Délit mineur, je vous invite à pousser la porte du tribunal pour enfants. Pas de récit savant, juste le tribunal pour enfants et moi. Séverine Cacpeau, ce podcast, c'est une restitution de ce que vous avez vécu dans le mois écoulé au tribunal pour enfants. C'est aussi beaucoup un regard sur la justice et sur ce qu'il y a autour de la justice. Et alors, il y a plein de manques qui apparaissent. Il y a la question des lenteurs de la justice. Et les lenteurs de la justice, quand on juge des mineurs, ça peut être absolument terrible. Ça peut donner lieu à des sanctions qui ne sont absolument pas comprises quand c'est 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et puis, il y a tout ce qui se passe en matière éducative. Et vous y insistez dans ce teaser, et vous y avez insisté dans la première partie de cette émission, quelque chose qui est fondamental. Et alors, vous nous présentez des éducateurs ou des éducatrices qui ont un rôle, alors quand ils sont là du moins, mais qui peut être absolument génial et qui sont presque les porte-parole des jeunes qui le suivent. Oui, alors ils ont un rôle fondamental, les éducateurs, pour justement soutenir cette orientation éducative. Donc c'est tout un travail qui est mené auprès des jeunes. Et il faut dire à quel point il y a des éducateurs exemplaires, à quel point ils s'engagent très fortement auprès des jeunes et à quel point aussi tous ces professionnels manquent de moyens pour faire leur travail. Il arrive parfois qu'on prononce des sanctions au tribunal pour enfants, comme des mesures éducatives, d'accompagnement éducatif, et on se rend compte parfois que ces mesures ne sont pas mises en œuvre par manque de moyens, par manque de personnel, et c'est tout à fait dramatique de laisser un jeune sans suivi éducatif, sans possibilité de travailler d'un point de vue éducatif sur les actes qu'il a posés, et puis sur son insertion, de manière générale, et voilà, sur surtout sa trajectoire. pour une justice qui se veut très éducative. Alors il y a des cas aussi très particuliers, et notamment la difficulté par exemple de juger quelqu'un qui est victime de discrimination dans son pays d'origine. Vous nous racontez l'histoire de Milan, j'imagine que tous les noms sont des pseudonymes, mais Milan qui est retourné en Roumanie, et là vous vous dites, la sanction éducative en Roumanie, c'est pas gagné. Oui, alors c'est le deuxième épisode, je crois, qui s'appelle « Les deux pères ». Ouais. Donc ça traite d'un jeune qui a été finalement expulsé après une décision judiciaire qui n'a pas été prise par nous. Et on se retrouve dans un délibéré extrêmement tendu, où on va devoir peut-être décider qu'on va prendre un mandat d'arrêt européen et qu'il va être recherché et peut-être incarcéré en Roumanie. Et on n'a pas de connaissances, enfin très peu de connaissances sur ce qui se passe là-bas, sur la capacité à aménager sa peine, à ce qu'il soit suivi. Pardon, je vous coupe, mais parce que vous savez quand même une chose, c'est qu'il est Rome. Oui. Et vous savez que les Roms, en Roumanie, c'est pas la joie. Donc, Oui, alors ça a été un délibéré très très complexe. Très tendu, je le raconte et en même temps j'en garde un peu sous le pied parce que dans cette affaire, alors je fais beaucoup de transpositions pour protéger l'anonymat, voilà, des transpositions, les noms, les lieux, mais aussi j'introduis des transpositions dans les faits. Là, la victime, c'est quand même une histoire particulière. J'avais peur qu'elle puisse se reconnaître. Donc, j'ai gardé une certaine réserve dans la description du délibéré. Je n'ai pas raconté les désaccords qu'il y a pu y avoir sur cette décision. Peut-être que je les laisse entendre, je les suggère. Mais voilà, c'est la difficulté d'une écriture un peu sur le fil. Et oui, il y a une confidentialité, il y a une obligation de réserve. On n'a pas le droit de tout raconter. Parce que la justice pour mineurs, on va le rappeler aussi, est une justice à huis clos. Oui, alors c'est une justice à publicité. Enfin, c'est le principe de la publicité restreinte. La famille, les parents peuvent assister, éventuellement un frère, une sœur, il y a les éducateurs, mais c'est tout, il n'y a pas de public dans les audiences pour mineurs. C'est ce qui rend cette justice si difficilement compréhensible aussi pour le grand public, c'est qu'on n'y a pas accès. À un moment, vous changez de salle. Oui. Vous êtes habituellement dans une salle qui est plutôt grande. Oui. Et là, elle est en travaux, on vous met dans une salle plus petite. Oui, et je raconte que ça me fait bizarre d'être aussi près des gens que je juge, d'avoir des jeunes à 1 mètre, d'avoir des parents tout près. Oui, parce que contrairement au juge des enfants, on n'est pas on porte pas la toge, l'habit l'habit du juge. On est en civil. Et puis après l'audience, nous on file pas dans notre bureau. Finalement, on sort. Et parfois, il arrive qu'on sorte de la salle et en fait, les gens sont encore là. Et donc, on se retrouve simple citoyen au milieu des citoyens et on vient de prendre parfois des décisions très lourdes. Et ça invite à beaucoup d'humilité. Voilà. De toute façon, c'est un travail d'humilité de juger, il me semble. Voilà. Qu'est-ce que la sociologue que vous êtes a appris
qu'elle ignorait ou qu'elle ne mesurait pas ou qu'elle ne touchait pas avant de vivre cette expérience sur les inégalités sociales qui sont votre sujet de recherche? Oh, je ne sais pas, parce qu'en fait, je travaillais, oui, sur les inégalités sociales et en même temps pas sur la justice des mineurs. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est une découverte radicale. Oui. Après, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est d'être dans les coulisses de l'institution, de voir fonctionner l'institution de près. Et puis, cette grande chance aussi d'être au cœur des délibérés, d'être là où finalement aucun sociologue, aucun observateur ne peut être, du fait du secret absolu des délibérés. Donc je dirais que c'est toute cette dimension de coulisses de l'institution. Peut-être que je n'avais pas mesuré à quel point l'institution était en peine, à quel point ces dysfonctionnements étaient importants, à quel point les gens travaillaient dans des conditions, mais même matérielles, tout à fait déplorables. Et oui, parce qu'on dit que des audiences, ça peut être 6-7 cas en une après-midi. Alors, en une demi-journée qui a tendance à s'étaler... jusqu'à 22h. Alors, moi, je fais des matinées pour ne pas finir à 22h, Bobigny, mais on commence à 9h, on est censé finir à 13h, et en fait, on finit vers 15, 16, 17... C'est ça, c'est une journée, en fait. Alors, c'est aussi parce qu'il y a cette volonté des juges aussi de, malgré le poids de tous ces dossiers qui attendent, de continuer à rendre une justice de qualité. Et malgré tout, on prend toujours le temps en audience d'écouter les jeunes, de donner la parole aux parents, aux éducateurs. Enfin, c'est une justice pressurisée, mais en aucun cas... Ça reste une belle justice, c'est ça que vous dites. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Et ça, vraiment, j'ai une grande admiration pour les juges quand même. Une dernière question, Séverine Kakpo. Donc, au début, on vous recrute comme assesseur. Êtes-vous capable d'envoyer un jeune en prison? Vous dites oui, même si, plus vos termes en exact, politiquement ça craint et intellectuellement ça ne tient pas la route. Mais ensuite, vous visitez le quartier des mineurs de la prison de Villepinte, que vous découvrez en disant moi je m'attendais à un truc un peu éducatif, genre un collège un peu triste, mais un collège quand même, avec des affiches au mur et tout. Et en fait, ce sont des couloirs... c'est avant tout une prison. Oui. Et là, en sortant, vous dites, je ne sais pas, voilà, finalement, c'est compliqué. Oui, c'est très dur. Enfin, voilà, les conditions d'accueil sont très, très dures au quartier des mineurs. Et puis, quand je l'ai visité, c'était une situation dramatique, puisque... il y avait eu des suicides. Un mois plus tôt, il y avait une série de tentatives de suicide à Villepinte. Donc, c'est vrai que je suis ressortie de là en me demandant si c'était possible de continuer à faire ça. Et cette question, elle est, en fait, finalement, elle est insoluble, elle est toujours ouverte. Et oui, c'est ça. Et en fait, elle m'accompagne à tous les moments dans les décisions. Voilà. Il faudrait dire que normalement, les mineurs devraient être accueillis dans des établissements pour mineurs, des prisons pour mineurs. Et que, en fait, faute de place, on les accueille dans des quartiers des mineurs. Et ça, c'est pas génial. Mais que ça reste pas adapté, et certainement pas pour des enfants de 13, 14, 15 ans. Enfin, c'est vraiment une condition terrible. On parle d'enfants. Délit mineur raconte la justice des mineurs, témoignage d'une assesseure au tribunal de Bobigny. Merci Séverine de nous avoir raconté ce parcours. Merci surtout de nous livrer ce podcast. C'est sur Arte Radio. C'est donc gratuit. C'est sur toutes les plateformes. On vous le conseille vivement. Il y a un épisode tous les 15 jours. Vous restez avec nous, si vous voulez bien. On est vendredi. Tous les vendredis, on pousse les portes d'une librairie. C'est la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce qui est lancé? J-4. Et voilà. Le sapin. Mais oui, le sapin. Le pull. Mais oui. Extraordinaire quand même. C'est parce qu'attention, j'ai une petite idée pour vous. J'ai 3 pépites dans ma hotte pour éviter de se transformer en Grinch. Tout le monde aura un cadeau. Personne ne sera cognant. Tout ira bien. Et le premier cadeau est signé Manon Bucciarelli, c'est chez Gallimard Jeunesse. Ceci n'est pas une chaussure, on pense à Magritte évidemment, parce qu'il y a plein de chaussures sur la couverture. Et ceci n'est pas un choix innocent, car c'est un imagier. Et l'imagier, c'est un petit peu le livre sous-estimé pour les enfants à partir de 3 ans. Ceci n'est pas une chaussure. Eh bien non, ceci est un après-ski, un crampon, ça peut être un escarpin. Un champignon. Ce n'est pas un champignon, c'est une girole. C'est un champignon de Paris. Ah, extraordinaire, une amanite tue-mouche. Mais voilà. Ceci n'est pas un... Les choses. Ceci n'est pas un cheval, et ouais. C'est un zèbre. Et pourquoi? Parce que c'est pas un cheval. Un baudet. Ouais, voyez, vous l'adorez. Une hémionne, il est génial. Les enfants, ils sont en pleine. Et ceci n'est pas une maison, c'est un trulot. Le langage, qu'il faut les nourrir, leur donner des mots. Ceci n'est pas une maison. Des mots, des mots, des mots. Des mots, des définitions, les enfants ne demandent que ça. Ça, c'est vraiment pour les tout-petits. Ou à partir de 3 ans, mais jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 7 ans. Même jusqu'à 55, parce que le coprin chevelu, je ne sais pas si je l'aurais reconnu. Oui, mais là, ça, c'est la phrase la plus compliquée quand même. Évidemment. Les champignons quand même.
Les carnets de cerises, Joris Chamblin, Aurélie Néret, c'est le tome 6, la parenthèse d'oubli, la collection, c'est Métamorphose. Et oui, ça c'est la bonne surprise de cette fin d'année. Nous avons quitté Cerise avec un tome 5 il y a plus de 5 ans. Et là, ça y est, le tome 6 est arrivé. Cerise a grandi. Elle est toujours aussi vive, intelligente. Elle adore, elle veut devenir romancière, donc elle adore écrire dans les carnets. Elle observe les adultes, elle veut comprendre leurs secrets. Et dans ce tome, elle a grandi. Elle part avec sa famille. Et grand voyage. Oui, autour du monde. Regardez. Oui. La forêt amazonienne. C'est ça. Et quand on découvre le monde, on se découvre nous-mêmes. C'est beau. Toujours aussi beau. Je cite l'auteur, enfin le scénariste, il n'y a jamais de colère dans les carnets de cerises. Magie et rêve. C'est tout. Et ça, c'est super bien. Je veux qu'à la fin, on se sente bien, dit Joris Chamblin à propos de ses carnets de cerises. C'est dès l'âge de 9 ans. Pourquoi 9 ans d'ailleurs? Parce que c'est plein de dessins. Oui, mais regardez, le texte y a pas beaucoup de texte. Et l'image, ouais. Et ce n'est... On peut lire l'image, on peut juste lire le texte, mais le comprendre, je trouve que c'est vraiment limite préado. Parce qu'il faut jongler de l'un à l'autre, etc. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner à chaque fois. Bande dessinée avec une intertextualité importante. Les enfants de l'Empire, enfin, par Yudori, c'est aux éditions Delcourt, là aussi, puisque c'est Delcourt, c'est de la bande dessinée. Et oui. Quelle bande dessinée? BD historique cette fois-ci, nous sommes à Séoul, qui portait un autre nom, Jeonsung. Je ne parle pas coréen. Si, parfaitement. C'est bon? Oh, bah alors là, extraordinaire. Alors nous avons deux. Après, vous dansez le Gangnam Style. Oui, mais ça, je ne l'ai jamais dansé. Moi, j'ai la génération Grinch, mais non, pas le Gangnam Style. Non. J'aurais essayé. Plus ancien. Ah non. Pas l'année prochaine? D'accord. Promis. Bah, pour une fois que j'ai une ref un peu coréenne, enfin, c'est pas grave. Non. Okay. Alors, vous avez d'un côté Ari Sajo, qui est la fille d'un riche marchand, donc elle est tournée vers l'avenir. Et de l'autre côté, nous avons un jeune homme qui, lui, Jun Seo-moon, il est héritier d'une famille noble déchue, beaucoup plus traditionnelle. Et tous les opposent. Et ils vont évidemment être très méfiants l'un envers l'autre. Regardez, elle est... Ah oui, elle est beaucoup plus coquette. Voilà. Des sourcils aussi beaux que ceux d'une actrice hollywoodienne, voilà. Une future mariée assise sur une fortune. Tous les opposent. Et ouais. Vraiment, après la méfiance va naître la confiance et une romance. Ça pourrait être un peu basique, mais je vous l'ai dit, nous sommes dans l'ancienne Séoul en 1929, alors que le Japon est l'envahisseur de la Corée. Donc c'est une BD historique. Ça se lit dans le sens normal, mais il y a un petit côté classique, manga quand oui. même, non? Un peu. Bien sûr, les dessins. Oui, bien sûr. Oui, c'est un manhwa. C'est un manga coréen qui se lit de gauche à droite. C'est ça. Voilà. Dans lequel on n'est pas trop perdu. À partir de quel âge? Moi, je dirais 13-14 ans, parce que bon, fin collège, on s'intéresse à l'histoire coréenne. Avant, on va aimer le côté romance, mais on va peut-être passer à côté du contexte historique. Aux éditions Delcourt, Les enfants de l'Empire, c'est un tome 1 par Yudori, à glisser sous le sapin pour les pré-ados, même ados, 14 oui. Quand même, ça devient ado. Les carnets de cerises, là, pour les pré-ados, à partir de 9 ans, Joris Chamblin, Aurélie Néret et cette collection Métamorphose. Et puis enfin, ce formidable Ceci n'est pas une chaussure pour les tout petits et jusqu'à facilement, jusqu'aux grands-parents, jusqu'à moi, chez Gallimard Jeunesse et de Manon Bucciarelli. Merci beaucoup. Merci. Happy Grinch, comment on dit avec votre t-shirt? Happy Grinch, oui. Grinchmas. Grinchmas? Ouais. Oui. Ouais, moi, je fais les cœurs à la coréenne pour contrer la mauvaise humeur. Ça, c'est les cœurs à la coréenne? Oui. Ok, vous connaissiez les cœurs à la coréenne? Non, pas du tout. Ah, moi, vous avez des enfants pourtant? Ouais, ils ne sont pas encore branchés coréens. C'est vrai? Peut-être pas encore. En tout cas, vous pouvez... Si j'ai bien compris leurs âges, vous avez au moins deux bonnes idées de cadeaux. Bon. Séverine, merci beaucoup. Un cadeau pour toute l'année, c'est d'écouter Daily Mineur sur Arte Radio, super podcast qui va continuer. Oui. Merci beaucoup Célie, merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.